Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver au compte de cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9 h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale. Merci de nous préférer sur la 89.5 si vous êtes à la radio. Merci de nous regarder sur Kavi TV. La télé vous accompagne sur les différents bouquets disponibles ici en République de Guinée. Merci d'être des nôtres si vous êtes sur les réseaux sociaux. Kavi Media, groupe Kavi Media, si vous êtes sur Meta, merci de nous suivre via notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Media ou sur notre site d'information siaminfo.com. Au menu de ce matin, rappelez à Dieu le 8 juillet 2026, Radia André Touré a été conduite à sa dernière demeure ce dimanche. L'ancienne première dame de la République de Guinée a reçu les hommages de la nation à la hauteur de son parcours, distinction, honneur, témoignages et recueillements ont marqué ses obsèques. Feu, Radia André Touré s'en va, mais son héritage, lui, demeure. Retour dans un instant sur ces moments de vive émotion. Et puis la transition est désormais achevée. La Guinée renoue officiellement avec l'ordre constitutionnel, une étape qui marque la fin de la mission du Conseil national de la transition, l'organe législatif ayant accompagné le processus de refondation institutionnelle. Les 81 conseillers nationaux ont été reçus la semaine dernière par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, qui les a félicités pour le travail accompli avant de leur promettre des distinctions honorifiques. Cette fin de mission referme le chapitre de la transition et ouvre celui des institutions républicaines issues des dernières élections législatives. Justement, l'Assemblée nationale tiendra sa séance inaugurale le vendredi 17 juillet prochain. L'annonce a été faite à travers un décret publié la semaine dernière. Nous reviendrons également sur un sujet qui continue d'alimenter le débat politique, le statut de chef de file de l'opposition. Si la question suscite de nombreuses réactions, le parti UDUIR estime qu'elle ne constitue pas une priorité. Pourquoi cette position? Quels en sont les fondements? Nous poserons la question à notre invité du jour, Monsieur Hamidou Sow, membre de l'UDUIR et tête de liste du parti lors des dernières élections législatives. Et puis les demandeurs guinéens de visa Schengen devront encore s'armer de courage et de patience. Le Conseil de l'Union européenne a décidé de suspendre temporairement certaines facilités de délivrance de visa aux ressortissants guinéens. Bruxelles justifie cette mesure par une coopération jugée insuffisante de la Guinée dans le rapatriement de ses ressortissants en situation irrégulière, une décision qui soulève de nombreuses interrogations. Quelles seront les conséquences pour les voyageurs, les étudiants, les hommes d'affaires et les familles? Que reproche réellement l'Union européenne à la Guinée? Surtout, quelles solutions pour sortir de cette situation? Nous en débattrons dans la dernière partie de cette émission. Le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce premier numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous préférer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de nous écouter partout à Conakry environ. Et en tout cas, cette très bonne nouvelle, vous pourrez encore vivre chez nos partenaires de Beta FM si vous êtes du côté de l'AB, puisque cette suspension a été levée la semaine dernière. Donc, du côté de l'AB, vous pourrez nous vivre via nos partenaires de Beta Média. De ce côté, c'est la bonne nouvelle qu'on voulait en tout cas vous annoncer ce matin pour les auditeurs de l'AB. Autour de moi avec moi, les débatteurs de chaque matin. Idriss, bonjour. Pour une fois, on te retrouve dans cette émission une nouvelle fois, il faut le dire. Bienvenue une nouvelle fois dans cette émission. Merci une nouvelle fois, cher confrère. Allez. Une énième fois. Une énième fois. Bonjour, Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour, Bangali Kamara, le diplomate. Et bonjour Abdallah et bonjour à nos chers collégateurs. Si la dernière fois tu faisais le reproche à Mohamed, aujourd'hui je te fais le même reproche. Je crois que c'est le diplomate qui a engagé le débat, non? Allez, ça va ce matin, Diallo. Allez, on commence par cette première actualité, cette triste nouvelle qui a frappé notre pays, la République de Guinée. Je le rappelais tantôt, le 8 juillet dernier, la Guinée a perdu Radia
André Touré, première dame de la République de Guinée. Elle a même été conduite ce dimanche à sa dernière demeure, des obsèques organisées par la présidence de la République, le cabinet civil. L'ancienne première dame donc a reçu les hommages de toute la nation. Distinction, témoignages et reconnaissance ont marqué ses obsèques à Diallo. Absolument, André Touré se repose désormais au cas de Bellevue. Nous avons suivi dès le début de l'annonce de son décès jusqu'hier, marquant ainsi justement ces hommages qui lui ont été rendus à travers toute la nation guinéenne. L'État, à travers le cabinet présidentiel, vous l'avez rappelé, a pris toutes les dispositions pour pouvoir justement s'occuper premièrement d'abord du rapatriement de son corps, mais aussi de toutes les conditions nécessaires pour son enterrement, ce qui fut fait. Nous avons suivi dès le début la foule qui ne désemplissait pas du côté de case de Bellevue. Ensuite suivi la lecture du Saint-Coran qui a été organisée par le secrétariat général des affaires religieuses. Et bien, ce dimanche, comme l'avait annoncé ce communiqué du cabinet de la présidence, l'enterrement a eu lieu, et l'enterrement qui a été, si vous voulez, teinté par des discours d'hommage qui rappelaient un peu justement le parcours singulier de cette première dame de la République. Elle a été témoin de l'histoire politique de notre pays, de 58 si vous voulez, jusqu'à nos jours, puisqu'elle est décédée à l'âge de 93 ans, donc ça veut tout dire. Elle fut justement là pendant la succession de tous les régimes. Fait Hadja André Touré a marqué les esprits. Elle fut une femme digne, humble et sage, ce qui fait qu'effectivement toute la nation, de toutes les obédiences politiques lui ont rendu un hommage mérité. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Elle a été digne tout au long de son parcours. Cette dignité qu'elle a pu conserver, il faut le rappeler, avec un parcours très très riche, parcours jalonné de difficultés, puisqu'elle a été arrêtée, emprisonnée, conduite à l'exil, en exil, pardon, et qui est revenue quelques années plus tard, mais qui a accepté ce qu'on appelle le pardon de la République, puisque depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, il faut le rappeler, que beaucoup de choses avaient changé et que Radia André Touré avait retrouvé toute la dignité, en tout cas toute la dignité prévue pour les premières dames, pour une dame de sa trempe en République de Guinée. Pour mettre de bas, distinction honorifique, Radia André Touré est partie, mais ses œuvres restent. Oui, elle est partie, mais ses œuvres vont rester, ses discours vont rester. Et disons, son humanisme également restera éternellement comme étant une référence ou un modèle. Alors, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui voient quand même en Hadja André Touré une ancienne première dame, mais au-delà de cela, vous venez de le rappeler, peut-être qu'en quelques mots, elle a été la définition parfaite, disons, d'une femme résiliente et d'une épouse fidèle, parce que nous le savons tous, cela fait plus de 40 ans que son mari nous a quittés. Et vous savez effectivement comment elle a vécu durant toutes ces dernières années-là. Et on a aussi aimé, on l'a rappelé lors de nos différents, nos derniers numéros, naturellement, pour lui rendre un dernier hommage, un hommage ou des hommages même, disons, à sa trempe ou à la trempe, en tout cas, d'une première dame qui est décédée. C'est vrai que ce n'est pas la première dame qui décède dans notre pays, mais Hadja André Touré avait une toute autre histoire particulière, vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est une dame qui a même fait la prison après la mort de Sari. Nous savons tous aujourd'hui même, une partie des autorités, surtout de l'époque, ne pourront pas ou n'acceptent souvent pas de revenir sur cet autre pan de l'histoire guinéenne, parce qu'il faut quand même le dire. Elle a été poussée en exil et nous savons comment ça s'est passé. Et surtout cette mémoire qui a été finalement rétablie, cette dignité, disons, rétablie par le CNRD à son arrivée. Nous avons vu la restitution naturellement des cases Bellevue, et aujourd'hui avec tout ce qui
Et tout ce qui s'ensuit est la reconnaissance de son mari, c'est-à-dire à sa juste valeur, parce que l'aéroport de Conakry, avant l'arrivée du CNRD, était appelé l'aéroport international de Conakry, mais aujourd'hui baptisé au nom quand même, disons, du premier président de la Guinée indépendante. Alors il faut quand même le rappeler aujourd'hui que Hadja André Touré, moi je le dis, elle part en paix avec, disons, à la clé d'une mission accomplie, parce que 93 ans, elle a été, disons, témoin de tous les régimes. C'est-à-dire, elle a connu la Guinée avant l'indépendance, elle a connu la Guinée indépendante. Il faut aussi le dire, c'est pas après l'indépendance qu'elle a été l'épouse du premier président de la République de Guinée. C'est bien avant cette indépendance proclamée il faut dire en octobre 1958. Donc de 1958 jusqu'à maintenant là, elle a été témoin de toute cette histoire politique de notre pays. Et s'il y a une personne qui a quand même, surtout ces derniers temps-là, mis tout le monde d'accord, je crois que c'est elle, parce qu'aujourd'hui, il suffit juste de voir la nature des hommages pour comprendre quel était ce pont qu'il y ait l'ancienne génération à la nouvelle génération. Elle savait presque tout. Elle savait presque tout, Bangali Camara. Vous y étiez. Vous avez quand même assisté à ces derniers hommages au compte de notre groupe de médias. Des messages forts, une distinction du président de la République, Mamadi Doumbouya, ce qui vient quand même donner une autre couleur à ces hommages. Des personnalités venues de partout. On a vu hier l'artiste international Salut Keita qui quand même rappelait un peu son histoire avec Hadja André Touré. Justement, Abdallah, les hommages forts lui ont été rendus hier au Palais du Peuple, comme l'a si bien prévu le programme du symposium qui a été donc dédié à son honneur, et c'était vraiment bien organisé, il faut le dire, et toute sa famille biologique qui était également sa famille politique. Quand je dis sa famille politique, parce que son mari était avant tout le premier président de la République, donc l'ensemble des compagnons de l'indépendance y étaient. Ils lui ont rendu un vibrant hommage. Ses enfants, également ses petits-enfants, tout y était. La cérémonie était vraiment grandiose. Il y avait des délégations également venant du Mali. Le gouvernement malien a dépêché également des représentants pour venir honorer ici la mémoire de cette dame, pour lui témoigner ici leur des hommages. Et donc, à ce niveau, vous l'avez rappelé, le président de la République a donc élevé notre maman nationale au rang à titre posthume, le chevalier d'ordre national ici de Latier. Donc, cet honneur-là lui a été rendu en raison du service rendu à la nation. Et durant toutes ces dernières années, ces 42 ans qu'elle a passé après son mari, parce que son mari est décédé en 84 et de 84 à nos jours, 2 ans passés, elle est restée la gardienne ici des mémoires ici de la République. Elle a écrit un livre ici honorant ici son mari. Donc elle est restée pendant toute cette période et la dame qui avait son ici comme un lieu de pèlerinage qui recevait tout le monde. Donc elle n'a jamais pris position, elle n'a jamais pris part n'importe quel débat politique en République de Guinée. Elle s'était même éloignée du débat politique, malgré toutes les critiques qu'on disait à l'encontre de son mari, parce que tout le temps disait que Sékou Touré un héros et d'autres un tyran, mais malgré toute cette opposition, elle n'a jamais pris une position. Elle est restée en tant que femme du foyer, et malgré toute cette opposition. Donc hier, tous ces honneurs-là lui ont été rendus. Le président de la République était programmé pour assister au symposium, mais c'était présidé par le Premier ministre et tout le cabinet du président. Et le président a alors assisté à l'inhumation, comme il l'a rappelé au cas de Bellevue, pour lui rendre alors un dernier hommage. Donc elle part en paix, elle dort en paix. Je pense qu'elle n'a pas vécu inutilement et que son âme repose en paix. Amen. Oui. Idriss. Me concernant, moi, Idrissa Keïta, parler de Hadja André Touré, feu Hadja André Touré, c'est parler d'un proche. Parce qu'on parle là de la famille Sékou Touré, famille que je rejoins à travers l'honorable Oumar Mariko, ancien député malien. Et précisément même dans sa famille, sa fille Aminata Touré, qui était la mère de Kaloum, était une grande sœur à moi. C'est vrai, j'y étais. J'avais le cœur très meurtri. Et déjà, le départ de Hadja laisse un grand vide.
vous savez, vous l'avez dit, je suis en séjour à Conakry depuis un moment. J'ai absenté la vieille qui était partie justement au Maroc pour un checkpoint, mais j'avais déjà écho qu'il y avait quelques petites complications. J'étais plus ou moins inquiet, mais bon, le Maroc, on sait que c'est vraiment ce pays-là qui a ouvert les bras à la famille Sékou Touré, hein, après 1984. Elle y était toujours, feu Aminata Touré y était, et je dis néanmoins qu'elle est partie, mais elle aura beaucoup apporté sa contribution. Il a été dit, plusieurs leaders de l'époque de son époux, feu Ahmed Sékou Touré, du camarade Ahmed Sékou Touré, et ceux d'aujourd'hui régulièrement allaient la voir. Deuxième chose, elle savait s'effacer. Ce n'était pas une ancienne leader politique et elle était très modeste et très sobre. Sur ce, moi je tiens à dire merci. Merci à Dieu parce que son fils Mohamed Touré, qui a été incarcéré des années durant, qui a encore les séquelles, a pu sortir de prison revoir sa maman. Merci à Dieu parce que Mohamed était absent du pays pour raison de santé aussi. Il a pu venir, il a fait la cérémonie. Merci à Dieu parce que le général Mamadi Doumbouya a réhabilité Ahmed Sékou Touré. L'aéroport de Conakry, depuis très longtemps, bien avant cette transition, aurait dû être nommé aéroport Sékou Touré. Le général Mamadi Doumbouya est venu, il l'a fait, comme on le dit à Carrefour, à Kaké. Ensuite, cette empoignade autour des cases de Bellevue, sous Alpha Condé, a finalement pris fin. Elle a sa maison, elle a son domaine où elle est désormais enterrée. Même au niveau de Bamako, sans faire la spéculation, l'actuelle gare de Guinée, la gare voiture de Guinée à Bamako, à côté de Sébéninkoro, même là serait aussi dans le patrimoine de Sékou Touré. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Donc, je dis merci à Dieu pour la vie qu'elle a eue, pour avoir vu ses enfants. Aussi, Aminata Touré, quand même, a été mère, a occupé une fonction de son vivant. Donc, je reconnais que le Tout-Puissant l'a honoré. La Guinée aussi lui a rendu le pareil. Et je le redis encore, le général Mamadi Doumbouya a su lui donner la stature qu'elle devait avoir. Bien. Elle est partie, nous allons devoir faire après elle. Et j'ose croire que son impact, son personnage, son influence saura impacter tout ce que nous ferons. Bien. Donc, paix à l'âme de notre chère mère, la mère nationale, Khadija André Touré, hein, il faut le rappeler. Nous tournons cette page et nous parlons à présent de politique. La transition tourne définitivement la page avec l'installation imminente de la nouvelle Assemblée nationale. Le Conseil national de la transition achève donc sa mission, reçue la semaine dernière par le chef de l'État. Les 81 conseillers nationaux ont été salués pour leur contribution. La 10e législature, elle sera officiellement installée le 17 juillet prochain, mais bien avant, fin de mission pour le CNT Bangali Camara. Justement, Abdallah, fin de mission pour le CNT qui a été donc installé en 2022 et en 2022. Après la prise de pouvoir par le CNRD qui a dissous toutes les institutions républicaines. Mais comme l'Assemblée nationale devait continuer pour pouvoir voter certaines lois et ramener ici certaines questions, parce que nous avons dit l'État avec ses trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, avec la prise de pouvoir, il y a eu la charte de la transition et cette charte de la transition qui a donc installé ici le CNT en emplacement ici de l'Assemblée nationale. Donc, durant ces 4 dernières années, le CNT a donc pris fin officiellement avec une cérémonie qui a été donc organisée ici au Palais. Au palais et le 10 juillet qui marque donc Palais Mohamed V. Palais Mohamed V. On a deux palais, Palais Mohamed V qui est l'actuel palais présidentiel où le président de la République y est. Donc a pris fin, donc les missions du Conseil national de la transition ont donc pris fin et après avec les élections législatives qui viennent d'être organisées, donc nous allons faire face maintenant à la 10e législature comme l'a si bien appelé. Mais
un petit rappel par rapport ici aux différentes missions qui ont été confiées ici par le CNT et conformément à la charte de la transition. Parce qu'avec la transition, quand vous prenez en son article 54 et cette charte de la transition qui a bien élaboré ici les différentes missions qui étaient donc dévolues au CNT. Donc vous allez voir, premièrement, c'était la transition. Donc la première mission principale qui était confiée d'abord au CNT, c'était la rédaction de la Constitution, car pour amener ici le pays à l'ordre constitutionnel. Donc à ce niveau, le CNT a élaboré et soumettre ici le nouveau projet de la Constitution destiné à adopter ici par référendum. Nous avons vu ce processus, le CNT, avec cette mission qui a été confiée, donc la rédaction ici de la Constitution, c'était la première mission principale. Également, la mission législative de législation nationale, examiner et adopter l'ensemble des textes législatifs et les lois de finances. Car le CNT fait que cette institution a remplacé l'Assemblée nationale et les missions de l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois, le budget et contrôler l'action du gouvernement. Et donc le CNT a fait donc office ici dans ces différentes missions. Donc durant leur mandat ou leur législature, le CNT a donc examiné toutes les lois et règlements ici qui devaient donc s'y mettre. Également, une autre mission, c'était le suivi de la transition, contrôler la mise en œuvre ici de la feuille de route et la feuille de route globale ici de la transition, notamment sur les différentes conventions, les accords et les budgets que chaque département devait donc faire fonctionner. Et également, autre mission qui était dévolue donc au CNT, c'était la réconciliation nationale, contribuer à la défense des droits de l'homme, de consolider ici la cohésion nationale. Donc c'était donc les différentes missions qui étaient donc dévolues au CNT conformément à l'article 57 ici de la charte de la transition. Donc parmi l'ensemble de ces différentes missions, le CNT a donc procédé à des grandes réalisations qu'il faut quand même noter. Donc l'institution donc qui était donc dirigée par honorable Dr Dansa Kourouma, donc a pu faire d'abord premièrement comme première mission l'élaboration et la vulgarisation de la nouvelle constitution. Donc d'abord il y a eu l'avant-projet, qui a été donc élaboré, réécrite et qui a été donc écrite par ses conseillers, qui était donc constitué ici par différentes composantes, car il y avait donc les représentants de la société civile. D'abord, la composition des 81 membres là, il y avait donc les représentants de la société civile, des différentes fêtières, l'armée, et même nous les journalistes, nous y étions représentés. Donc avec ces 81 membres, il y avait différentes commissions, dont la commission constitution et ainsi de suite, et commission finance. Donc la commission constitution qui s'est donc concentrée ici sur la rédaction ici de l'avant-projet de la nouvelle constitution, donc qui a été rédigé puis adopté par référendum. Non, l'avant-projet a été rédigé. L'avant-projet a été rédigé, soumis à l'appréciation du président de la République, qui a constitué une nouvelle équipe d'experts. Cette nouvelle équipe a encore revu cette constitution pour nous présenter enfin le projet de constitution. Merci d'élargir. L'histoire était une. L'histoire était une. Merci d'élargir. Parce que ce n'est pas l'avant-projet qui a passé. Oui, ce n'est pas l'avant-projet, justement. Ce n'est pas l'avant-projet. Donc l'avant-projet, d'abord, avant même l'avant-projet, il y a eu d'abord des premières consultations que le CNT avait organisées, tout en rassemblant ici les experts en rédaction de la Constitution avant qu'il y ait l'avant-projet. Et l'avant-projet, comme vous l'avez si bien expliqué, ce process et donc qui a abouti au projet. Et puis le projet donc a été donc soumis par référendum ici au peuple de Guinée, qui a été voté, je ne sais pas, au mois de septembre. Donc à la suite de cela, il y a eu ces différentes élections qui ont été donc organisées, commençant par l'élection présidentielle et ces triples scrutins qui se sont passés, législatives et communales. Donc après donc l'élaboration de l'avant-projet, vous avez également avec la campagne de vulgarisation qui a suivi également, vous avez d'autres textes à part la Constitution. Il y a eu une production législative et record selon quand vous écoutez les conseillers nationaux. Ils ont dans un laps de temps, il y a eu plusieurs conventions qui ont été signées, des accords qui ont été examinés. Ils ont adopté plusieurs textes, notamment examen d'adoption d'une dizaine de textes de loi organiques, des conventions et des financements cruciaux et des réformes administratives. Notamment, vous allez voir le code électoral, la charte des partis politiques et plusieurs autres textes ont été donc examinés par ces différents conseillers nationaux. Et également, on parle également
de la modernisation des codes, révision ici des textes encadrant le système électoral, comme je l'ai rappelé, la charte des partis politiques et soumettre ici à l'espace public. Aussi, le CNT, c'est donc penché sur un autre aspect qui est donc sur le côté infrastructurel. Parce qu'il faut dire, l'une des grandes réalisations ici de ce CNT, c'est la construction qui est en cours du nouveau siège ici de l'Assemblée nationale. Qui n'a pas commencé sous le CNT. Qui n'a pas commencé bel et bien, qui n'a pas commencé sous le CNT, mais depuis la 9e législature, voilà. Mais le CNT qui s'est donc penché sur ces aspects, on a vu que ces édifices-là sont sortis de terre, et aujourd'hui, les travaux qui sont quand même à plus de 80% de réalisation. Donc, ce sont des grandes avancées que le CNT a pu donc réaliser dans ces travaux. Également, vous prenez sur le cadre même diplomatique, à travers ici la diplomatie parlementaire, la présence ici des conseillers nationaux au niveau ici du Parlement de la CEDEAO, et pour l'ensemble, pour redynamiser ici le Parlement et la présence également de la Guinée auprès ici de ces institutions sous-régionales. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le CNT, la mission principale a donc pris fin à partir du 10, donc place maintenant à la 10e législature qui va forcément rentrer en fonction à partir du 17 juillet, comme l'a si bien indiqué le décret présidentiel qui a donc convoqué ici pour l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, Mohamed, le fin de mission, puisque la mission principale était de rédiger une nouvelle constitution pour la Guinée, ce qui fut fait avec beaucoup de tollés, hein, puisqu'il quitte quand même avec une prime qui dérange certains. Il s'agit des accusations pour le moment. On attendra de voir ce que l'enquête ouverte par la Cour de répression des infractions économiques et financières va donner. Mais, je parle de prime pour les 81 conseillers, pas de ce qui se passe au CNT. Ah ben, les 500 millions sont officiels. C'est officiel. Le CNT lui-même l'a reconnu. C'est le démenti qui est sorti. Mais après tout, il y a quand même Anguille sous roche. Parce que si vous lisez très bien, le démenti qui a été donné, les justifications ne suffisent pas. Je ne suis pas aujourd'hui en train de me constituer partie civile contre le CNT et surtout la gestion de cet argent aujourd'hui qui fait quand même grand écho à travers la ville. Et ce qui reste clair aujourd'hui, je crois qu'une enquête est déjà ouverte là-dessus et j'en suis sûr que la crève va aller jusqu'au bout. Parce qu'au-delà, on n'a pas encore... Pour précision, l'autre CNT avait eu 300 millions. L'actuel CNT a eu 500 millions. C'est devenu une tradition, une coutume. Voilà, on y va sur ça. C'est le plus important. Il faut quand même que chacun réparte. Sauf qu'à ce niveau aussi, il y a tellement de choses à dire parce que nous avons même suivi un ancien, c'est-à-dire qui a appartenu en tout cas à l'un des, si on peut le dire comme ça, CNT ou en tout cas quelque chose comme ça, de l'Assemblée qui, sous, disons, les transitions, qui a dit que c'était aussi des promesses dont certaines n'ont jamais vu quand même, n'ont jamais été une réalité sur le terrain. Sauf qu'en 2026, alors des promesses... En 2026, selon le démenti, ça a été payé. Ça c'est selon le démenti. Écrit, pour le moment, on peut peut-être s'en tenir à cela en attendant l'évolution des choses, parce que pour l'heure, il faut dire qu'aucun, en tout cas, membre du CNT, aucun conseiller n'est encore sorti pour apporter un démenti vis-à-vis, en tout cas prendre à contre-pied ce démenti du CNT, en tout cas signé par le CNT. Alors, pour ce qui est de la petite histoire, naturellement par rapport à l'évolution des assemblées nationales dans notre pays, il faut dire que ça a été presque la même chose. Et l'image, la dominance, naturellement, les figures politiques et surtout aussi des petites déchirures, si on peut le dire comme ça. Si vous regardez au fil des ans, vous allez comprendre qu'il n'y a pas eu grand changement. Peut-être que de l'animation, ça change un peu. Et cette 10e législature, dont l'installation est prévue pour le 17 juillet 2026, naturellement, risque de nous offrir les mêmes spectacles, même si aujourd'hui, il faut quand même le dire, qu'il y a une petite
différence parce que aux récentes assemblées que nous avons vues de notre en tout cas quand même existence ou dans le paysage médiatique guinéen, parce qu'il faut parler des récentes assemblées nationales, naturellement celle de 2020, celle de 2014 et également le dernier disons Conseil national de la transition avant disons après la prise de pouvoir par le CNDD. Ce qui reste clair aujourd'hui, Abdallah, il faut parler un peu quand même de cet aperçu des législatures précédentes en Guinée. Alors pour la 9e législature, vu que la 10e législature n'est pas encore installée, mais nous connaissons quand même les couleurs de la 10e législature, aujourd'hui qui ne va pas naturellement être dominée par disons le pouvoir en place selon ce qu'on a vu d'ici des élections directement. On parle de l'Assemblée, non des mairies, parce que le chef de file de l'opposition, s'il y en aura... Pourquoi tu dis que cette Assemblée ne sera pas dominée par le pouvoir en place, pendant que ces partis qui ont plus de députés sont des alliés de la GMD? On parle d'alliés, moi je parle directement de formation politique. Alors pour le moment, la GMD n'est pas une formation politique. Oui, mais qu'il y a des alliés. Comprenez-moi, c'est une particularité. Voilà. Ça n'a pas été le cas lors des dernières législatures. Je ne parle pas, par exemple, d'une dominance peut-être de l'aspect politique en termes étymologiques, le sens étymologique du terme. Je parle de cette dominance, c'est-à-dire de classe politique, parce que si vous prenez par exemple l'Assemblée nationale de 2014, la dominance était carrément nette. On parlait typiquement du RPG Arc-en-Ciel avec, je crois, en tout cas plusieurs sièges, naturellement 86, je crois, sur les 114 députés. Les 114 députés ou les 114 sièges, le RPG Arc-en-Ciel en avait 86. Le reste était partagé entre l'UFDG et les autres formations politiques. Tel ne va pas être le cas pour cette 10e législature. Là, on parle d'alliance. Et de l'autre côté, c'était directement des députés issus de ces différentes formations politiques. Donc une nouveauté pour vous? Oui, mais c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Si vous prenez par exemple l'Assemblée, la 9e législature qui a débuté enfin, qui a été quand même, disons, sur laquelle on a tiré directement, parce que qui n'a pas fait long feu, et de 2020 à 2021, issu du double scrutin que nous avons aussi connu, législatif et présidentiel, il faut dire que la dominance également était du RPG Arc-en-Ciel. Donc ça veut dire que durant toutes les deux mandatures du professeur Alpha Condé, l'Assemblée nationale, on ne dit pas qu'elle a été monocolore, mais il faut dire que la dominance était nette. Comment qualifies-tu cette Assemblée, cette 10e? Comment qualifies-tu la 10e Assemblée, elle est presque monocolore. Monocolore. Si on parle de monocolore, ça veut dire deux couleurs. Hein. Bon, oui, parce qu'il y a unicolore, parce que là unicolore. Unicolore, donc on est sur unicolore. Ouais. Quand vous parlez de unicolore, vous voulez dire quoi par unicolore, pour comprendre un peu par exemple, d'une seule couleur, parce que ça même si la couleur, ça quelle est laquelle? Ah ben, vous le savez, c'est de la mouvance, la c'est de GMD. l'opposition. Mais là, tu me rejoins dans mon analyse. Non, c'est vous qui ne m'avez pas compris. Hein. Moi, je te comprends bien. En fait, quand tu dis... On est tous d'accord que tous ceux qui ont fait campagne cette année, on dit si vous votez pour moi, c'est comme vous, si vous votez pour le président de la République. Pas tout le monde, tout c'est mais en tout cas, si vous regardez la particularité, non, pas tout on le peut monde. voir c'est ces minces. pas parlé au nom de... Mais le BL a combien de sièges? Même si c'est un seul siège, le BL ne l'a pas. Le BL a combien de sièges? Il ne faut pas minimiser. Le BL aujourd'hui... Quitte le BL, va à la GN. La GN n'a pas parlé. En tout cas, l'opposition, il y a quand même 17. Il n'y a que 17 sur les 147 sièges. Ça suffit pour parler d'une assemblée unicolore. Oui, ça suffit, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a battu campagne au nom de la GMD. Mais on parle de la majorité. Oui, je suis d'accord avec toi. Sur les 147, quand même, pour une première, avant c'était 114 députés et aujourd'hui on a 147. Tout est différent de la majorité. Attention, le français, on parle... La plupart. Oui, bien. Là, je suis d'accord avec toi. Oui, mon maître. Tu continues avec ton développement ou c'est bon là? Je vois, c'est Idriss qui cligne les Non, il aura son temps d'antenne. Allez-y, mon maître. Alors, la 9e législature, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui vient de sortir de prison, qui était le président de l'Assemblée nationale. Damaro également, qui était le président, je crois, de la majorité
parlementaire RPG Arc-en-Ciel lors de la 8e législature, disons même la législature la plus animée, en tout cas de la sphère politique, en tout cas récemment, parce que si vous regardez la nature de ces assemblées-là, c'est en ce moment où on avait les ténors quand même, il y avait l'UFDG, il y avait l'UFR, il y avait... Il y avait plus d'une dizaine de députés. Le PDN, même si après le PDN avait quand même claqué la porte, le PDN, le président est parti, mais la dame, elle est restée. Elle s'est dit non, il faut servir la République. De quelle manière? Nous connaissons la fin. Ce qui reste clair aujourd'hui, il faut dire que cette 8e législature a à sa tête Kouri Kondiano. Et voilà, avec tout ce que nous savons aujourd'hui, puis à son homme également qui est décédé. Et voilà, selon les indiscrétions, celui qui aurait ou qui appelait le président de la République pour demander quelle décision il faut prendre. En tout cas, c'est des informations. À prendre avec beaucoup de pincettes. Évidemment, ce n'est pas officiel. Et 7e, 6e, 5e législature, il faut dire que les informations ou en tout cas l'opposition mouvance, la dominance a été nette. Il faut dire ces dernières années concernant la sphère politique à l'Assemblée nationale, c'est le parti au pouvoir. Donc en Guinée, on pourrait dire que si nous devons faire des statistiques, élaborer des statistiques, nous dirons que depuis l'avènement de l'indépendance, la Guinée, les assemblées nationales qui sont succédées ont été en partie majoritairement dominées par le parti au pouvoir, la mouvance présidentielle. C'est contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui du côté du Sénégal où le PASTEF, enfin ça aussi on peut aussi le dire, mais sauf que pour le moment il faut dire que le président du PASTEF est celui qui est le président de l'Assemblée nationale, donc ce n'est pas le président de la République. Oui, Idriss Keïta. Déjà, par expérience, parce que comme vous le savez journalistiquement, je traite la question politique, mais il y a plusieurs fronts pour le faire, et moi c'est au niveau des parlements, justement. Et c'est vrai que quand on a une transition, et là l'Assemblée est nommée, on a des députés nommés qu'on appelle les conseillers nationaux, et donc ils font toutes les missions, ils ont l'immunité parlementaire. Maintenant, pour ce qui est du fait que mon voisin dise que la GMD n'a pas une majorité qui pèse, je pense qu'il spécule. Non, il a finalement rappelé. Vous n'avez pas compris. La GMD, pas en tant que parti politique, mais en tant que la GMD, parce qu'elle n'a pas encore constitué en tant que formation politique. Non, je n'ai pas fini. Ce n'est pas Idriss, pour vous rafraîchir la mémoire, ce n'est pas. Oui, juste une parenthèse. Vous avez accordé une parenthèse. Laissez-moi finir, j'ai la réponse. Allez-y. J'ai la réponse. Ce week-end-là, j'étais dans les sons. Je vous ai accordé une parenthèse. Vous pouvez me faire une petite restitution, peut-être pour vous mettre à l'aise. GMD en tant que parti politique. La GMD n'est pas une formation politique. Voilà. La GMD est un mouvement qui a porté en partie le président de la République lors de l'élection présidentielle récente, la dernière présidentielle qui a porté le président Mamadou Doumbouya à la magistrature suprême. Donc c'est de cela que je parlais. Et aujourd'hui, si vous regardez la composition des autres assemblées nationales, les députés sont directement issus de ces formations politiques naturellement. Et non des alliances. Je bats en brèche. Allez-y, vous avez maintenant la parole. Je bats en brèche ce qu'il dit. Ah ben, vous êtes libre. Tous les démembrements qu'il est en train de citer, qui effectivement font que ce n'est pas un parti, c'est un mouvement, ils ont un unique directoire. Et le directoire est en train de faire des rappels à l'ordre. Puisqu'on va avoir après le thème de l'Assemblée nationale qui va rentrer, j'irai dans les détails. Donc qu'il s'y détrompe. Je n'ai pas compris ce que je reprends. La GMD, il y a certains qui ont eu 9, il y a certains qui ont eu 8, il y a certains qui ont eu 5, il y a eu des zones nominaux, il y a eu plusieurs branches. Vous dites la GMD a eu plusieurs démembrements. Mais ce sont des alliés, on est tout de même d'accord. J'y viens. Non, attention. J'ai été interrompu. Non, je veux simplement dire que les démembrements là, bien qu'ils soient de couleurs différentes, ils ont un unique bar qui est en train de faire des rappels à l'ordre. Et quand on va aborder le prochain thème après celui-là, je rentrerai dans les détails. C'est-à-dire, prochain thème, vous parlez de quoi? Chef de file de l'opposition? Non. On est dans le la GMD, non. On parle là... De l'Assemblée nationale. Ah, ok, on est déjà sorti de la fin d'émission du CNT. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Tous les démembrements qui, à ses yeux, sont un peu éparpillés là, ne constituent pas le parti en soi là. Qu'ils sachent qu'il y a un directoire unique. Et ce directoire unique,
suit de très près et a fait des interpellations en ma présence à certains qui ont tenu des réunions. Donc la GMD est très structurée, est très regardante et est actuellement en train d'organiser et de négocier tous les postes qu'elle peut avoir. Je crois qu'on n'est pas sur la même ligne. Non, laissez-moi finir. Non, il faut aussi aider les auditeurs et les téléspectateurs à mieux comprendre. Mais je vais pouvoir le débat se pose. Mohamed a révélé ici sur ce plateau que si avant, dans les anciennes législatures, il y avait le RPG majoritairement, cette fois, il y a la JMD et ses alliés. C'est le « et ». Moi-même, je n'avais pas compris. Mais à travers les explications, on a compris que oui, c'est la JMD, mais c'est et ses alliés. Puisque si nous dressons le tableau, il y a le RGP, le Rassemblement des Guinéens, on va dire RGP. RGT, il y a l'UMP, il y a l'UMP, il y a l'UDI, on va pas dire la GMD. Justement, la page dans laquelle on s'en va là, voilà. Ces noms-là apparemment n'y seront pas. C'est un bloc unitaire, une majorité. Non, mais pour l'heure, un groupe parlementaire GMD qui est en train de se dessiner. Et je suis là à vous dire que tout cela, malgré leurs différentes couleurs, si le parti d'Ousmane, comment il s'appelle, Dadi, s'il tient une réunion tout de suite, le directeur le rappelle à l'ordre. Tous ceux qui ont fait des réunions, malgré les différentes couleurs là, ont tous été rappelés à l'ordre et sont soumis à une unique ligne pour ne pas qu'ils soient dispersés. C'est ce point-là que je voudrais vous révéler et que je veux insister. Non, là c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Quand quelqu'un fait une réunion, il y a même eu près de 3 à près de 4 réunions. Tout le monde a été rappelé à l'ordre pour qu'il soit sur une ligne unique et que le directoire donne les consignes. Donc la GMD est un bloc commun qui est actuellement en discussion pour définir les postes qui pourraient éventuellement être acquis. Mais le débat n'est pas là. Le débat est sur la couleur. J'y viens. Voilà. Il faut que j'avance. Non, mais on vous comprend. Je vous ai expliqué le inside. Maintenant, je suis là à vous expliquer la suite des choses. Le outside. Parce que le inside, ça sera quoi? L'ouverture là. C'est pour désigner le président de l'Assemblée. Forcément, c'est comme ça. Et une fois que le président de l'Assemblée, déjà même là, il n'y a pas de bousculade. Beaucoup vont observer, on sait qui et qui sont candidats. Ça, on fera le débat après. Mais les postes, les commissions, ainsi de suite, la GMD est déjà en train d'avancer sur ça. Donc, elle est en train d'aller en bloc commun. Personne ne peut prendre d'initiative personnelle. Rapidement, pour en revenir au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour dire que quand même, il y a une chose. La Guinée revient dans le concert des nations. Et on peut saluer quand même le CNT, parce que malgré l'état de transition, la Guinée a pu avoir ses députés au sein du Parlement de la CEDEAO. Normalement, quand un pays est en transition, ce n'est pas du tout acquis. Pas du tout, du tout. Mais la Guinée a pu avoir, dont la chef de file était Fanta Conté, accompagnée de Saran, ils étaient 5. Mais bon, c'était les deux qui étaient le plus en vue. Et qui ont vraiment... un certain Sékou Touré également. Oui, mais c'était les deux dames là qui étaient le plus en vue. Parce que même quand elles venaient, c'était Saran Traoré qui venait le plus à la radio parlementaire pour pouvoir faire la restitution, le compte rendu. Et ce point aussi sur lequel je salue l'institution, notamment l'honorable Dansa Kourouma, c'est que à travers lui, à travers le Parlement, la Guinée est le seul pays à avoir sa télévision parlementaire. Tous les autres, pour la plupart, sont plus au stade de radio parlementaire. On se projet de télé parlementaire plus ou moins dormant. Mais la Guinée ne s'est pas seulement limitée à la créer, elle l'a mis sur place et elle l'a lancée sur orbite parce que même la télé est disponible sur le décodeur de Canal et plein d'autres trucs. Donc ça veut dire que n'importe qui à travers le monde peut suivre les débats. Donc l'Assemblée nationale est en train de prendre forme. La GMD est déjà dans une posture d'entité unique où des rappels à l'ordre sont faits. Les négociations et les tractations et les concessions sont en cours pour pouvoir définir les postes qui pourraient être occupés par la majorité parlementaire présidentielle. Oui, Yaya Diallo, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que cette assemblée est aux couleurs de la GMD ou tout au plus en politique, il n'y a pas de fatia, ça n'existe pas? Évidemment, tout bouge. Voilà. Tout est fixe, rien n'est de meilleurs amis en politique, c'est vrai. Mais je pense qu'à l'évidence, il y a une théorie qui rappelle souvent qu'en politique, on ne se donne pas, on se prête. Et c'est ce qui se passe entre la GMD et ses alliés, si vous voulez. Et comment pouvez-vous comprendre qu'un parti, ne serait-ce que les 5 qui sont alliés de la GMD, pouvaient ne serait-ce qu'avoir un élu?
dans des conditions normales dans notre pays ici, si ce n'est qu'à travers cette alliance. Sauf si on reprend les élections. Absolument. Et la plupart de ceux qui ont été élus en 2020, l'Assemblée qu'on avait qualifiée de Covid, et c'est bien cela parce qu'après le quota du 5 septembre, ça en est terminé, c'était presque des députés repêchés. On sait très bien. Alors, à travers cette alliance GMD et ces 5 partis politiques-là, puisque pourquoi cette alliance? Il faut revenir dans le contexte. Parce qu'il y avait un Premier ministre dont la mission, puisqu'il n'était pas évident qu'il soit reconduit, on l'avait confié justement la restructuration et la coordination de la GMD afin de mettre en place un organe légal. Donc, finalement, ça n'a pas eu lieu. Nous nous rappelons de cette, si vous voulez, de ces reports s'inédiés au niveau du Palais du Peuple, où ils ne s'entendaient pas sur l'essentiel, sur le fait, effectivement, de la mise en place de la GMD, puisque tout le monde voulait être membre fondateur. Et bien finalement, le temps courait, et bien on a décidé d'aller avec le mouvement. Et nous savons très bien que le mouvement, légalement, ne pouvait pas justement avoir une liste nationale. Comment faire pour ne pas que cette frange des députés échappe justement à la GMD? Il fallait chercher des alliés. C'est en ce moment, effectivement, que beaucoup se sont présentés. Parce qu'il faut le rappeler, ce sont des alliés qui ont démarché pour être justement retenus. Et on se rappelle justement du doyen politologue du côté du Parlement qui nous a rappelé effectivement il y avait beaucoup qui ont voulu forcer le mariage. Et bien finalement, la GMD avait fait un tri et on a décidé de prendre les 5. Alors c'est au niveau de ce choix-là que nous avons connu l'IMP, le Fidèle, le RGT, ainsi de suite, et qui ont été désignés. Mais finalement, certains ont 8, 7, ainsi de suite. Donc, il faut rappeler effectivement que c'est une alliance qui a été concoctée par les membres de la GMD. Ils sont nombreux aujourd'hui, puisque c'est le Premier ministre qui fut quand même le premier à fondre son parti au niveau de la GMD, même si aujourd'hui, on ne parle plus de parti politique jusqu'à date. Alors, en réalité, ce sont des partis qui, en politique, ont beaucoup plus profité de la GMD que la GMD aurait pu profiter de ce parti politique-là. Parce que nous avons suivi quand même la campagne. C'est de venir dire, votez pour nous, c'est synonyme de voter pour la GMD. Et par ricochet, le général Mamadi Doumbouya. Donc, c'est sur la base de ça que les uns et les autres ont pu avoir ce qu'ils ont pu avoir à travers cette Assemblée nationale-là. Alors, en réalité, GMD allié GMD, c'est la GMD. C'est là qu'il s'agit aujourd'hui. Et effectivement, c'est un groupe parlementaire unique qui va être mis en place. Et d'ailleurs, nous avons certains qui se sont battus pour avoir un député au niveau de l'Assemblée nationale, mais finalement, qui disent déjà, vous savez très bien qu'au-delà de tout, on est ensemble. Donc, c'est des gens qui démarchent pour être là-dedans. C'est-à-dire qu'au niveau du groupe parlementaire, GMD, mais qui sont allés et qui se sont débrouillés pour avoir un député au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous savons aujourd'hui l'enjeu de cette nouvelle Assemblée nationale, c'est comment faire en sorte que cette institution soit un contre-pouvoir dans un État que nous avons bien voulu démocratique, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Une Assemblée nationale... Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre le scénario des communales? Vous savez que la GMD est venue en pole position, mais a presque perdu l'ensemble des communes, même ici à Conakry. Évidemment. Bah, oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre? Pourtant, là-bas, là aussi, c'est pourquoi j'interrompais, j'essayais de le bondir quand Idriss analysait, pour le dire, attention, il y avait ces partis qui existaient, il y avait ces alliances, rien n'a encore gagné. Aujourd'hui, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il ne faudrait pas craindre le même scénario? Puisque ce sont des élus, on ne peut pas quand même les limoger. Oui, mais vous savez justement, mais vous savez très bien que Idriss rappelait aussi un point très important, c'est au niveau du directoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un directoire très, si vous voulez, regardant et exigeant sur un certain nombre de choses. On nous apprend effectivement que je crois que là aussi, le rappel venait du palais, où on avait interdit à tous les prétendants au perchoir d'arrêter toute campagne. Toute campagne. Je confirme. Et ça veut tout dire. Alors, j'estime que nous nous acheminons vers l'élection du président de l'Assemblée nationale, certainement et son bureau, parce que c'est là où se trouve aujourd'hui tout le problème. Éventuellement viendra les commissions et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de candidats. Comment départager ces candidats-là? En tout cas, pour des campagnes ouvertes, on a vu Aboubacar Silla récemment avec des tribunes que j'ai vues en son nom, qui selon cette tribune... Quelquefois des tribunes alimentaires. Voilà, il y a aussi un docteur Dansa Kourouma
Jean-Paul Seydi. Ancien président Jean-Paul Seydi, aussi qui est dans la Contambenduno, on en voit tellement. Aussi. Mais le problème est que toutes ces personnes se trouvent au sein de la GMD. Justement. Et là, c'est comme un conflit d'intérêts. Justement. On est tous dans la GMD. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre le scénario des communales? C'est vrai que la GMD vient majoritairement, mais il y a aussi ceux qui sont GMD, mais pas forcément. On le sait, il y a des politiques qui sont des caméléons, qui ont changé de couleur le jour. Et on a vu certains qui criaient haut la main que j'étais RPG, ma couleur ne devait jamais changer, sinon je devais me retrouver dans la tombe, qui ont fermé leur tombe avec des bétons, qui sont maintenant GMD. C'est aussi ça la politique, ce n'est pas une religion. Certains même qui ont mis la tête de leurs enfants. Voilà. Et il en existe tellement, on ne saurait tous les citer ici sur ce plateau, malheureusement. Il en existe tellement. Pourquoi tu parles le micro? Il n'y a pas terminé. Bangali, je sais ce que tu veux dire. Oui, c'est le temps d'intérêt. Il n'y a pas diplomatique. Monsieur le diplomatique. Et aujourd'hui, la majorité, elle est absolue pour la GMD au niveau de l'Assemblée nationale. On a toujours dit, ça peut être problème en partie parce qu'il faut qu'il y ait une contradiction. Une contradiction positive au niveau du Parlement. C'est pourquoi on avait dit à un certain niveau sur le profit d'un certain nombre de députés qui se retrouvent au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que les uns et les autres sachent pourquoi ils sont élus et quelles sont leurs missions. Au-delà le fait de voter les lois, de contrôler l'action gouvernementale, éventuellement mettre en place des commissions d'enquête, parce que c'est un contre-pouvoir. Contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif, notamment le gouvernement. Ce sont des gens dont la première mission d'abord est de contrôler l'action gouvernementale. À travers quoi? Les commissions d'enquête. Et il faut le rappeler, parce que c'est l'histoire. Avec l'OCNT, on a vu quand même le docteur Dansa, à travers un certain nombre de commissions, avoir le courage de dénoncer un certain nombre d'irrégularités, bien qu'il soit nommé. Là, il faut le reconnaître. Dénoncer un certain nombre de choses. Il est quand même devenu une épine sous le pied de certains dirigeants ici. Évidemment. On a vu ici certains ministres là-bas quand même transpirer au niveau du CNT. Ça, c'est un fait. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment avoir des hommes et des femmes à la tête de l'Assemblée nationale, parce qu'au-delà du président de l'Assemblée nationale, il y a le bureau, c'est un peu l'exécutif, si vous voulez, le gouvernement de l'Assemblée nationale, qui doivent justement veiller sur un certain nombre de choses. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes qui sont conscients. Il ne s'agit pas de venir créer ce qu'on appelle une obstruction à l'exécutif, parce que là aussi, on y reviendra. Il y a un certain nombre de choses dont l'Assemblée nationale doit pouvoir être exigeante vis-à-vis de l'exécutif. Ça, c'est fondamental. On n'a pas besoin de quelqu'un, des yo-yo qui viennent pour adouber tout. Ma mère rappelait justement tout à l'heure une confidence, si vous voulez, ce qui s'est passé au niveau de la 8e législature. C'est une évidence. Et je crois qu'on s'en moquait, mais c'est une évidence en ce qui concerne le cas du feu Kondiano, mais peut-être c'est par ignorance qu'il le faisait. Il oublie effectivement que le principe de la séparation du pouvoir voudrait effectivement que l'Assemblée nationale soit indépendante vis-à-vis de l'exécutif et comme telle veille au bon fonctionnement, si vous voulez, du budget. Et donc, on va relancer peut-être cette question après la pub Diallo. Est-ce qu'il faudrait avoir une assemblée majoritairement à la solde du pouvoir et des décisions à la solde du pouvoir? Grosse question avant la rentrée, là c'est en tout cas avant l'installation de ces députés. Nous allons ouvrir le débat juste après la pub. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes.
Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de a ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à travers... À République de Guy, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé ici, il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. KTV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. KTV, la télé du développement. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de a ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à travers...
en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé, s'il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus. Dans 4 jours, l'Assemblée nationale va s'installer en République de Guinée, ce qui va donc mettre fin à la transition dans notre pays, la République de Guinée. L'Assemblée nationale contrôlée en partie par en tout cas majoritaire, il faut le dire, par la JMD et ses alliés. Mais cette question, est-ce que ça leur permettra de donner toute la force à cette nouvelle Assemblée nationale, cette 10e législature? Je vous pose la question, Bangali Camara, qui voulait tellement prendre la parole. Justement, Abdallah, moi je vois, ça pourra donner beaucoup de couleurs parce que Bal a rappelé, il est revenu à peu près sur la composition des dernières législatures où il y avait quand même, la 8e législature, il y avait une forte représentativité ici de l'opposition, parce que si j'ai bonne mémoire... Même la 9e aussi. Oui, mais la 8e législature, si vous vous rappelez, cette législature qui était venue après plusieurs manifestations, vous vous rappelez, après les élections présidentielles de 2010, vous voyez, il y a eu, jusqu'en 2013, c'était des manifestations pour l'organisation aussi des élections législatives. Donc à partir de 2013-14, avec les élections législatives qui ont été organisées, on a vu une forte présence, en tout cas c'était une première, quand vous regardez même à Conakry à l'époque, la plupart au niveau des listes uninominales, des communes avaient perdu. Je pense l'UFDG s'était retrouvé avec plus de 20 députés et lui 37 députés, où l'Assemblée nationale avait été constituée de 114 députés, l'UFDG 37 et Sidia 12 députés. Donc vous voyez, c'était une forte représentativité et aujourd'hui, et cela a donné du poids malgré l'Assemblée nationale qui était dirigée par Claude Koyi-Konyaye. On a vu que cette législature aussi était dirigée par un président de l'Assemblée nationale qui n'avait pas tellement de poids et le chef de file de la majorité présidentielle qui était donc Damaro était beaucoup plus poignant que le président même de l'Assemblée nationale. Donc, voyez, donc cette fois-ci, carrément, la donne a changé. Bon, ben, c'est la nature de l'homme aussi, il faut comprendre. Claude Kory condamné a toujours été comme ça. Il a été tellement souple. Vous voyez, donc aujourd'hui, je ne pense pas à cette configuration, je ne pense pas, cela ne va pas s'appesantir à cette 10e législature. Pour cette 10e législature, certes, la GMD n'est pas encore constituée en parti politique. Mais je pense à la différence de l'indiscipline, si vous me permettez, qui s'est caractérisée au niveau aussi de ces compositions de ces communes, parce que là, c'était des votes par sanction, parce qu'il y avait ceux qui sont allés sur la base ici des candidatures indépendantes, voulaient coûte que coûte être dans la GMD. Mais finalement, on a vu comment ces partis-là, d'abord, il y a à rappeler comment la tête ici, et lorsqu'il était question de former et les membres fondateurs au niveau de ces différents partis politiques, les membres fondateurs de la GMD, il y a eu des bisbilles, des querelles dans plusieurs communes, ceux qui avaient quand même suspendu ces questions ici, membres fondateurs. Donc lorsqu'il était question de remonter la liste des différents candidats sur la liste ici de la GMD, beaucoup se sont vus recalés sur cette liste de la GMD. Et ce sont ces jeunes-là, ces différents mouvements qui sont constitués en mouvements indépendants. Et ce sont ces mouvements indépendants qui ont compétit contre la GMD. Donc ils ont dit, la dernière sanction c'était quoi? Avec l'installation ici de ces partis politiques, ils ont dit, bon, on va sanctionner, avec l'installation des conseillers communaux, ils ont carrément sanctionné des anciens, des communes, ceux qui ont refusé à ceux qu'on les inscrive sur la liste de la GMD, et ils ont carrément écarté la plupart des communes. C'était les communes, donc peut-être que donc aujourd'hui, la donne va carrément changer au niveau aussi de l'Assemblée nationale. La donne va changer parce qu'on a vu, il y a certains députés, certains conseillers qui n'ont été l'aide ou qui ont été carrément remorqués par la GMD au niveau aussi de ces élections. Notamment quand vous prenez Oui, rapidement, puisqu'on a deux autres sujets. Rapidement, ce qu'il faut quand même souligner, on risque quand même de ne pas retrouver cela à cette Assemblée nationale, c'est la contradiction. Vous le savez, la contradiction permet de ne pas faire passer tout. La contradiction permet également, c'est-à-dire
de démêler du faux, c'est-à-dire du vrai ou du vrai du faux. Et aujourd'hui, imaginez une assemblée où toutes les décisions, que personne ne peut sortir pour dire attention, non, c'est comme si, c'est ceci, cela. Si vous prenez la 8e législature, pourquoi dit-on aujourd'hui qu'elle était la mieux animée, au-delà des vols de téléphone ou encore on peut parler de tituber sur les chiffres. Vous comprenez, il y a quand même, il y avait une véritable opposition. Ce n'était pas une opposition virtuelle, de façade, une opposition fantôme. Il y avait une véritable opposition où on pouvait se lever avec des arguments nécessaires pour dire attention, non, voilà, c'est ce qu'il faut. Pourquoi ne pas voter cette loi? Pourquoi voter tel et bien autre. Donc si la contradiction n'est pas admise, parce qu'une assemblée incolore, ça va être très compliqué. Bien. Certainement peut-être. Raison pour laquelle je vais poser cette autre question. Est-ce nécessaire aujourd'hui de parler du statut du chef de file de l'opposition? Cette fois, je commence par ma gauche, Yaya Diallo. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de parler de chef de file de l'opposition? Est-ce nécessaire? Puisque notre invité nous a snobé, on va faire quelques minutes là-dessus. Un tour de table rapide. Est-ce nécessaire aujourd'hui? Bon. Avec cette nouvelle nomenclature. Vous savez très bien que cette notion de chef de file de l'opposition, c'est une notion très récente chez nous ici. Ça a commencé au Mali à travers l'ancien opposant fait Soumaïla Cissé. Et finalement, on a essayé de transposer ça en Guinée ici. Vous savez, au-delà même de cette stature, si vous voulez, derrière ça, il y a des émoluments. Il y a des avantages, il y a un budget et puis tout ce qui s'ensuit. Donc comprenez un peu ce qui est autour de ça et qui met en avant son caractère légal à ce qui se cache en réalité. En tout cas, ça nous rappelle les 500 millions, je ne sais pas. Quelque part. Qui ont été payés une seule fois. Ah ben, deux fois. Deux fois. La politique à Alpha Condé. Justement. Et c'était bien fait. Oui. C'était fait. Je pense que cette fonction, puisque les gens ont tellement voulu que ça soit, si vous voulez, reconduit au regard d'un certain nombre de choses, mais j'aime dire, au fond de moi, c'est un faux débat. Une opposition à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une opposition, il ne s'agit pas de venir insulter ou jeter des cailloux, je ne sais quoi. C'est une opposition d'idées. Il y a la proposition de la mouvance, si vous voulez, ou de la majorité présidentielle. Vous n'êtes pas d'accord, vous faites une contre-proposition. C'est ça aussi l'opposition. Et cette opposition, elle peut même être au sein même de la GMD, si vous voulez. Parce que dès que vous êtes élu, vous cessez d'être justement sous la bannière d'un parti politique. Vous ne représentez plus un parti politique. C'est l'esprit. Vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est pour représenter le peuple. Le peuple comme tel. Et cela, ça doit être cerné. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Chef de file de l'opposition ou pas, à la limite, nous savons très bien que comment... Pour vous, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est un faux débat, Abdallah. Allez, Bangali Kamara, est-ce que vous estimez que le statut de chef de file de l'opposition est un faux débat comme il y a? Bon, moi, je ne le pense pas ainsi. Moi, je pense que ça doit quand même exister. Parce que quand même il y a... On va donner 500 millions à quelqu'un parce que la personne est... Bon, pas sur le côté forcément ça financier. Peut même aller au-delà. Bon, ce n'est pas forcément sur le côté financier. Moi, je parle. Moi, ce qui m'importe, j'ai 500 millions, ça peut construire au moins 2 salles. Deux salles chez moi, à Polisson. Donc, ce n'est pas peu pour moi. Si c'est 10 mois, ça me fait 10 salles ou 20 salles. Si c'est nécessaire pour la question d'institution, si c'est nécessaire pour la question d'institution, pour la question ici de partage quand même de pouvoir, je pense bien que ce n'est pas mal. Pouvoir à moins que... Donc on garde le statut de chef de file de l'opposition, on enlève la partie pécuniaire. Moi je préfère, on garde le côté ici de statut de chef de file de l'opposition, on enlève la partie pécuniaire. Parce que si la partie... Si la partie pécuniaire reste, cela veut dire que ouais, le chef de file de l'opposition, tu es là dans l'opposition et puis tu es financé par celui que tu dois opposer. La main qui donne, c'est elle qui dirige. C'est comme l'Union africaine. Voilà, c'est la main qui donne, c'est elle qui dirige. Donc si le chef de file de l'opposition doit exister, ce n'est pas une institution quand même qui est reconnue par la Constitution, ça va être forcément des lois organiques qui seront là. Donc la personne, c'est quand même dirigé, avoir une voix de l'opposition pour pouvoir quand même être en opposition avec la mouvance présidentielle qui est quand même fortement représentée. Donc ce chef de file de l'opposition n'a pas quand même besoin d'un fonds pour pouvoir fonctionner. C'est une volonté, c'est une mission, en tout cas, ce sont des propositions idéologiques qui doivent l'animer. Sinon, si tu as un fonds,
comment est-ce que celui qui te donne les fonds là et que tu puisses encore le contrecarrer, ça va être chef de file de l'opposition difficile. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Hein. Ça dépend des circonstances. C'est ce qu'on a Allez-y. Ça dépend des circonstances. Si vous prenez le cas du chef de file de l'opposition, parce que c'est le cas que nous évoquons aujourd'hui, il faut dire que si c'est prévu, pour le cas d'aujourd'hui, ce n'est pas quand même... Nous avons passé quand même en revue l'ensemble de la Constitution, bien avant même son adoption, ici dans ce studio. Et aucune partie, aucun article n'est consacré, disons, à ce qui est le statut du chef de file de l'opposition. En tout cas, on n'en a pas lu. Peut-être qu'il y a eu des raccordements que nous ne savons pas encore. Peut-être certainement celui qui l'aura lu peut nous en informer. Pour aujourd'hui, le cas, ça n'existe pas. Alors, chef de file de l'opposition, si vous prenez en 2014, après l'élection, les législatives de 2014, venu d'abord au bout de beaucoup de manifestations où il y a eu mort d'homme, il faut quand même le souligner, c'est la malheureuse information. Il y a eu assez de morts d'hommes et nous savons très bien, on était là, on était encore journalistes. Ouais. Alors, chef de file de l'opposition, parce qu'il faut regarder aussi... la nature, il faut regarder la situation politique, il faut regarder le temps. Si vous prenez par exemple 2014 où quelqu'un pouvait percevoir 500 millions de francs guinéens parce qu'il est chef de file de l'opposition, oui, un budget pour vous permettre de mieux vous opposer, c'est-à-dire à tout ou peut-être... Non, ne me regardez pas, c'est ça. À tout ou à rien. Si vous êtes opposant, à tout ou à rien. On a dit parce que, vous savez, la casquette d'opposition en Afrique, c'est que c'est mal défini. Il faut le dire. Hein? C'est mal défini. Elle est mal prise parce qu'on ne pense pas à l'opposition d'idées. On pense tout simplement, dès qu'on parle de l'opposition, des gens qui contrecarrent, peu importe les propositions en face, la confrontation, peu importe ce qu'on a en face quand il s'agit de voter la loi, quand il s'agit de la mouvance présidentielle, quand il s'agit du pouvoir, tout ce qu'on fait est mauvais. Tout ce qu'on fait est mauvais quand il faut indemniser des victimes, c'est-à-dire d'un sinistre ou je ne sais encore quoi. On pense que dès que ça vient du pouvoir, on pense que c'est mauvais. Même s'il s'agit de construire les routes, dès que ça vient du pouvoir, c'est mauvais. Parfois, vous ne comprenez pas. Ça a été toujours le cas en République de Guinée et à travers même un peu partout à travers l'Afrique. Vous voyez des opposants qui s'opposent à tout, même parfois ce qui les arrange. Dès que ça vient de l'autre côté, non, on dit non, on ne va pas épouser. Vous trouvez nécessaire. Je pense que c'est un gaspillage et de temps, et d'énergie, et d'argent. Donc, pas de chef de file de l'opposition, pas nécessaire. Que chacun se débrouille à s'opposer autrement. Bien, oui. Bon, moi, effectivement, je serais contre. Ah bon? Pour moi... Vous ne voulez pas de chef de file de l'opposition? Pourtant, au Mali, ça existait. Non, quand je dis contre, c'est-à-dire contre ce que les autres avancent, que ce soit inutile. Vous savez, ce n'est pas fortuit si ça a été institué. Non, ça ne figure pas. J'y viens. Dans la nouvelle construction, bon, institué ou pas, si déjà il y a un chef de file en la personne de Mouri Kaba, est-ce qu'il met d'abord? J'y viens, parce qu'il a 4 dans ceux qui ne sont pas étiquetés GMD. Donc, de fait, c'est lui le chef de file. Il a eu même à faire une conférence de presse, à définir ses ambitions jusqu'à dire qu'il prétend au perchoir. 1. De 2, si en son temps, on parle d'argent qui est versé une ou 2 fois, cet argent-là est forcément versé sur une base. Claire. Ce n'est pas sur une spéculation ou sur une imagination qu'il y a eu des versements. Et de 3 aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le chef de file, en réalité, ce n'est pas lui seul qui fait l'opposition. Théoriquement, toutes les entités se réclamant de l'opposition sont censées faire un unique regroupement avec lui, avoir un cabinet unique où ceux qui vont signer même dans ce cabinet auront même un salaire ou auront des primes. Ça c'est partie du fonctionnement du chef de file de l'opposition. Et déjà, on comprend même que, puisque dans le passé, il y a eu des chefs de file de l'opposition qui n'ont eu leur argent 1 ou 2 fois sur 4, 5, 6 ans, 7 ans. Bon, par exemple, là, c'est Diallo, lui c'était plus de 6 ans. Hein? Bon, on fait 6 ans. Voilà.
Parce que c'est 2020. 2020. On va considérer que c'est peut-être seulement en 2000 qu'il a eu, mais tout le reste, il n'a pas eu. Oui, Alpha fait de la politique simplement. Donc c'est même dire même que quand on dit même un chef de file de l'opposition sans salaire, en réalité dans la pratique c'est ce qui s'est fait. Maintenant moi il y a aussi un point quand même. J'ai parlé du cabinet, mais il y a aussi le fait de coordonner les choses. Avant que ça soit institué, celui qui était le réel chef de file de l'opposition, je dis son nom, c'est une coïncidence, parce que je dis son nom au début de l'émission, c'était l'Honorable Mariko, avec le parti Sadi. Et puis il y avait aussi Tcheblin Dramé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est décédé il y a bientôt 1 an. Ces deux-là étaient vraiment au devant des choses. Mais, comme on a dit que c'est le fait majoritaire à l'Assemblée, Soumaïla Sissé est devenu patron de l'opposition, Tcheblin Dramé l'a suivi, Oumar Mariko est resté dans sa position. Il ne l'a pas suivi. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, parfois, on est chef de file de l'opposition d'un fait majoritaire, mais on peut avoir, en arrivant, un leader qui est là, qui est carrément ancré. Là, par exemple, moi, je parle là maintenant du leader naturel de l'opposition, qui est Abdoulaye Yero Baldé. Déjà qu'il était aux élections présidentielles, il a fini 2e. À la législative, il a eu 1, alors que Mori Kaba a eu 4. Mais à date, il a 590 conseillers à travers tout le territoire. Il n'a pas encore fini de faire ses calculs. Il a même commencé à faire le tour de ses localités à la base. Tout le week-end écoulé, il était à Dubreka, par exemple, où il a eu la mairie. Donc, vous voyez que même là, en constituant aussi l'opposition pour l'harmoniser, il faudrait aussi une convergence entre, comment on va dire, ces différents membres. Et pour chuter, même au niveau de l'Assemblée nationale. Justement, ceux qui pensent qu'au niveau du CN, de l'Assemblée, il n'y aura pas de réel débat ou de contradiction, je dis qu'il faut qu'ils fassent attention. Parce que, comment dirais-je, au temps du CNT, c'était des nominations. Beaucoup étaient muets pour une chose. Ce n'était pas en réalité la discipline. C'est parce qu'ils savaient qu'il y a un décret qui pouvait être abrogé à tout moment et puis son était fini. Or là, on est dans une Assemblée nationale où ce sont des gens qui ont été élus. Donc tout peut changer pour vous. Voilà, qui peuvent donner de la voix. Peut-être pas une certaine fréquence. Vous revenez sur ce que vous aviez dit au départ. Parce que moi, je l'ai dit, par rapport à que rien n'est joué, rien n'est gagné, et pour la GMD. Au temps du CNT, les choses sont claires. Tous les députés nommés, les conseillers nationaux sont nommés. Tu fais une sortie de route, un décret est pris, tu sautes. Mais vous l'avez dit, qu'un député n'est pas censé être limogé. Non, pour l'heure, il n'est pas censé. Rien ne le permet. Voilà, rien ne le permet. Donc, là, il y a des gens qui peuvent dire non. Donc, je pense qu'il y aura de la contradiction. L'ampleur, je l'ignore. Bien. Mais, quand même, la donne a changé. Et plus rien ne sera avant au niveau du palais. On va donc s'étaler, en tout cas, essayer de brosser ce dernier sujet. C'est bien sur 10 minutes, évidemment. Les demandeurs guinéens de visa Schengen font face à de nouvelles restrictions. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Guinée, il faut le rappeler. L'Union européenne reproche au pays un manque de coopération dans le rapatriement de ses ressortissants en situation irrégulière. Quelles conséquences pour les voyageurs? La décision est-elle justifiée? On vient sur le décryptage avec vous, Yaya Diallo. Évidemment, une très belle question. Le Conseil a décidé justement de restreindre temporairement la délivrance des visas aux ressortissants guinéens. Une décision qui fait suite à une évaluation, dit-on, de la Commission de l'Union européenne qui a éventuellement recommandé justement cette décision au Conseil européen fondée sur les informations, dit-on, par les États membres concluant que la coopération de la Guinée en matière de réadmission de ses ressortissants en séjour irrégulier dans l'Union européenne est insuffisante. Alors, en conséquence de cette décision adoptée le 10 juin, les États membres ne pourront plus délivrer de visa à entrée multiple aux ressortissants guinéens. Premièrement, dispenser les demandes de visa guinéens de certaines exigences relatives aux pièces justificatives à fournir, encore moins d'exempter les titulaires des passeports diplomatiques et des services du paiement de frais de visa. Par ailleurs, le délai de traitement standard de demande de visa s'est rappelé à 45 jours et nous savions que c'était à 15 jours civils. Et désormais, c'est à 45 jours
pour justement les demandes. Alors, le traitement de demande. La décision de suspension est temporaire. Elle est temporaire, mais donc, rien n'est prévu justement pourrait changer. Oui, pourrait changer. C'est temporaire, mais ne prévoit pas de date de fin précise. C'est temporaire. Alors, donc, et c'est imprécis justement sur la fin de cette décision. Alors, l'objectif est d'inciter la Guinée à améliorer sa coopération en matière de réadmission. La Commission, puisque c'est elle qui avait justement recommandé, si vous voulez, le Conseil européen, continuera d'évaluer les progrès réalisés. Alors, c'est une décision quand même qui a été contextualisée, donc justifiée par, disons, l'Union européenne. Alors, la Commission évalue régulièrement, selon le contexte, sur la base des informations fournies par les États membres, la coopération de pays tiers en matière de réadmission. Ces évaluations peuvent conclure qu'un pays tiers ou donné ne coopère pas suffisamment. Alors dans ces cas, l'Union européenne peut décider, si vous voulez, de suspendre l'application de certaines dispositions des règles relatives au visa de court séjour, c'est le cas justement dans notre pays ici. Alors, dans ce contexte, la Commission a proposé au Conseil de restreindre temporairement la délivrance des visas aux ressortissants guinéens lors de l'examen de cette proposition. Le Conseil justement a suivi de près les éventuels progrès réalisés par la Guinée en matière de réadmission. La question que vous venez de poser effectivement, pourquoi en est-on arrivé là et quels seraient justement les motifs? Alors je veux dire que c'est une décision aux motivations très vagues. On parle, nous avons juste suivi justement les motifs qui ont été avancés par le Conseil européen. C'est cette question de réadmission, si vous voulez, des documents, notamment liés au visa et tout ce qui s'ensuit. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'États aujourd'hui, au regard des informations que nous avons, qui seraient dans la même situation que la Guinée. Pourquoi maintenant et comment en est-on justement arrivé à cette conclusion selon laquelle il faut restreindre? Parce que cette restriction aussi concerne en partie tous ceux qui ont ce qu'on appelle des visas diplomatiques. C'est-à-dire que la restriction en termes de traitement, justement, pas que nous. Ouais. En termes de traitement, il faut justement, selon la décision, essayer de passer au peigne fin en ce qui concerne justement, si vous voulez, la vérification de ces documents-là. On peut se poser des questions, pourquoi maintenant et que doit faire la Guinée? Évidemment, c'est une décision diplomatique, il faut une solution diplomatique à cette solution. Mais justement, c'est lui qui est prompt à sortir pour dire vous renvoyez un Guinéen, on renvoie un Européen, c'est tu. Et curieusement, on n'entend absolument rien. Et je pense que c'est cela aussi, la diplomatie. La diplomatie, quelquefois aussi, c'est la souplesse. Au ministère, il est difficile d'avoir des répondants, même quand vous appelez. La diplomatie, quelquefois, c'est la souplesse. On ne peut pas mettre en avant la rigidité à tout bout de champ. Et là, voilà là où il faut être beaucoup plus diplomate que, voilà, si vous voulez, un boxeur. Ouais. Oui, Mohamed. Et la réciprocité, naturellement, aussi n'est pas être admise à tout moment. Il faut quand même le dire. On ne peut pas toujours être prêt pour la guerre. Quand on parle de diplomatie, ça veut dire que c'est loin quand même des gants. Il faut le dire. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on ne dit pas, il y a ce qu'on dit également, Abdallah. Parce que si vous regardez au-delà de ce qui, parce qu'il vient de le dire, il dit que c'est une décision aux motivations vagues. Et c'est naturel. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et parce que, mais si vous regardez de l'autre côté, cette décision, pour moi, s'inscrit dans un climat aussi de tension migratoire, parce que la Guinée étant devenue, à un moment quand même, il faut dire, un point de départ majeur pour la route atlantique vers les Canaries. Il faut quand même le dire, ça c'est une réalité aujourd'hui. Alors c'est comme si les gens semblent quand même aujourd'hui tirer une conclusion de tout ce qui se passe avec ces mouvements migratoires, tout et autres. Parce qu'il faut le dire que ce bras de fer pourrait impacter naturellement d'autres dossiers de coopération bilatérale. Parce que ce qui est engagé aujourd'hui, on peut dire que c'est une guerre diplomatique, parce que ce n'est pas que la Guinée qui est concernée. Il y a beaucoup de pays naturellement, notamment même des pays maghrébins. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont concernés par ces mesures-là. Alors pour le cas de la Guinée, vu que c'est ce qui nous intéresse le plus, la proximité géographique, c'est naturel. Donc il faut dire que cette mesure s'aligne avec quand même un durcissement global, parce que cela rappelle les restrictions et aussi américaines, disons, de décembre 2025. Donc ça veut dire aujourd'hui que
le taux quand même se resserre un peu plus et les choses se compliquent pour les citoyens que nous sommes. Après les États-Unis, c'est l'Union européenne, donc ça veut dire tout simplement que les conséquences et des zones d'ombre restent aujourd'hui également à élucider. Pour ce qui est de l'impact, ça va être quand même considérable naturellement pour les étudiants, parce que si vous regardez, il y a à côté des hommes d'affaires, des voyageurs réguliers, et il y a de nombreuses interrogations aujourd'hui qui quand même subsistent, notamment sur l'application même de ces règles aux étudiants déjà inscrits, notamment ou aux personnes nécessitant des soins médicaux urgents. Donc il y a beaucoup de cas. Maintenant, la seule réponse devra... Oui, parce que dans le même communiqué, je crois que le processus n'est pas à l'arrêt. Oui, on oui. dit qu'on peut toujours aller demander des visas, mais ces restrictions s'imposent dorénavant. La suspension, elle est temporaire. Nous sommes tous d'accord. Mais la levée de cette suspension, presque, on ne sait pas. Là également, il y a un flou total. Il y a un flou total et c'est ce qui doit amener quand même à s'interroger. Jusqu'à quand? Parce que vous le savez, en matière diplomatique, à chaque fois que des décisions sont prises pour des fins sine-die, vous allez comprendre que c'est presque, si ce n'est pas éternel, ça va être très compliqué. Oui, pour le moment, la seule réponse doit venir du ministère des Affaires étrangères. Oui, et le Idriss ministre Keïta, Maurice Sanda doit prendre la parole. En une minute, Idriss. Bon, moi déjà, ce que je retiens, cette situation me rappelle malheureusement le cas du Millennium Challenge Account, qui était bien parti pour revenir à la Guinée et bim, à la dernière minute, sur des calculs plus ou moins similaires, la Guinée l'a perdu, la Côte d'Ivoire en a bénéficié. En soi, c'est une humiliation. C'est même une frustration, parce que le pays est carrément exposé aux yeux du monde comme un mauvais coopérant. Le micro, oui. Comme un mauvais coopérant. Et clairement, il y a un ministère des Affaires étrangères qui est là. On reproche à ce ministère de ne pas rapatrier ces ressortissants qui ne sont pas en situation régulière, surtout dans une Europe où de plus en plus les extrémistes, les nationalistes sont de plus en plus aux affaires. Ce genre d'initiative d'ailleurs est maintes fois défendue par la présidente d'Italie, Giorgia Meloni. Et donc, le ministère des Affaires étrangères de M. Maurice Sanda Kouyaté est sommé, tenu de s'expliquer, de donner une réponse. Parce qu'on a tous des parents, des proches, des compatriotes qui sont impactés de fait. Forcément. Nous sommes pendant la période des vacances. C'est clair que ça va ajourner certaines choses. Et au plan bilatéral, effectivement, beaucoup de choses sont remises en cause. Après, quelque part, je me dis aussi, est-ce que ce n'est pas une phase pilote ? Cette initiative-là par rapport à la Guinée, est-ce qu'à la longue, on ne va pas l'étendre à certains pays pour finalement aller justement vers ce qu'un président français en son temps avait développé, l'immigration choisie? Bien, ce qui est déjà compris, on est à la fin de cette émission. Malheureusement, nous ne pourrons pas aller au-delà concernant ce débat. Merci à tous les débatteurs. Merci à vous, Bangali Kamara. Merci Abdallah et merci à tous. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah. Merci à tous. Merci Mohamed Deba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à notre frère Idriss Keïta, journaliste ivoiro-malien, qui pour les lundis et mardis nous rejoint. Pourquoi pas guinéo-malien aussi Guinéo-malien, bon, peut-être, il le dira. Merci. Merci Idriss. On est ensemble. Merci aux équipes techniques, à la régie, à la réalisation. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée.